s'intéresser au patrimoine, ça fait un peu peur parce qu'on a l'impression que c'est long. Et donc moi, à travers mes vidéos, j'essaye de m'adresser à n'importe qui. Enquête du patrimoine. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast de Rubricaine Easterbraze, les voix du patrimoine. Le podcast qui parle de celles et ceux qui valorisent le patrimoine en Bretagne. Je suis Florian Laouénan et avec Axel Gerin, nous allons continuer notre première série de podcasts dédiés aux vulgarisateurs. Donc tous ceux qui diffusent l'histoire et le patrimoine au grand public. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la façon de diffuser l'histoire au travers des réseaux sociaux tels qu'Instagram ou encore TikTok. Et pour cela, nous avons l'honneur de recevoir François Gouin, le créateur du compte L'Inventaire de Mérimée. Bonjour François. Bonjour Florian. François, tu as créé en 2025 les pages Instagram et TikTok de l'Inventaire de Mérimée afin de faire connaître le patrimoine rennais et ses anecdotes. Et avant de parler un petit peu de l'Inventaire de Mérimée, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours ? Complètement, Axel. Déjà, je voulais vous remercier de l'invitation, puisque l'université est une structure qui m'a beaucoup donné, donc je suis content de pouvoir rendre aujourd'hui à l'université ce qu'elle m'a donné auprès d'assauts étudiantes comme la vôtre. Moi, je m'appelle François, donc je suis issu d'une licence d'histoire sciences politiques à l'université de Brest. J'ai fait mes 3 ans et ensuite j'ai fait ma première année de master, un master d'histoire à l'université à l'UBO. Je suis resté à Brest pendant un bon moment et donc en fait en ma première année, donc j'avais 21 ans, j'écris un mémoire sur l'histoire du skate en Finistère. Comment ça s'est développé, comment la culture elle s'est créée, comment la communauté elle se constitue, puisque moi-même skater, c'est un sujet qui m'a intéressé. Donc j'ai travaillé là-dessus et ce sujet plus tourné vers les sciences sportives, l'anthropologie, la sociologie, a intéressé un autre enseignant que l'enseignant qui me suivait à l'UBO, à l'université de Rouen. Donc un prof qui avait déjà fait une thèse sur la glisse urbaine et qui travaillait assez fréquemment sur les questions liées au skateboard. À partir de là, il m'a proposé une entrée privilégiée dans son master de STAPS en management du sport loisir. Le but, c'était de me faire rentrer 1 an dans ce master pour ensuite partir sur une thèse sur l'institutionnalisation du skateboard. Je déménage à Rouen, ça faisait 21 ans que je vivais à Brest et donc je suis propulsé dans une autre région que je ne connais pas. J'ai été diplômé d'un master de STAPS en management du sport loisir, donc j'ai appris beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, sur la communication et des choses comme ça, mais il y avait vraiment le bémol que, en fait, ça n'avait aucun rapport avec l'histoire. Le seul côté historique que j'avais un petit peu, c'était quand je travaillais vraiment sur mon sujet, sur le skateboard, et encore, moi je me concentrais sur l'histoire du skateboard depuis les années 70. C'était pas forcément la période de l'histoire qui m'intéressait le plus. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me manquait énormément. J'ai décidé de reprendre un 2e master où là, je me suis plus tourné vers l'archéologie puisque c'était mon rêve de base. Et donc, j'ai été intégré dans un master d'histoire de l'art en patrimoine et architecture qui parlait un petit peu d'archéologie, donc à l'université de Lyon 2. Je me suis rendu compte que ce que je kiffais vraiment dans l'histoire, c'était pas forcément l'archéologie. En fait, c'était les traces physiques de l'histoire dans l'espace urbain, celles qu'on peut voir, celles qu'on connaît, celles qu'on peut apprendre, ce qui se rapproche au patrimoine qu'à l'archéologie. À terme de ma première année de master, j'ai déménagé à Montpellier, où j'ai été pris en stage par l'unité patrimoine de la ville de Montpellier, où là donc j'ai appris énormément de choses sur la médiation du patrimoine, l'inventaire du patrimoine. J'ai travaillé pour la fonction publique et j'ai découvert un panel de métiers incroyable autour du patrimoine. J'ai même voulu rester à Montpellier, je voulais pas retourner à Lyon. Je me suis quand même forcé, je suis allé finir ma 2e année de master à l'université de Lyon 2, où là ça s'est vraiment confirmé que j'adorais le patrimoine et que j'avais aussi un très gros penchant pour la vulgarisation architecturale. Ce qui m'a amené à faire mon 2e stage, mon stage de 2e année au sein de la Maison de l'Architecture du Rhône, où là j'ai pu concevoir des expositions autour de l'architecture, autour de la biodiversité. J'ai fait pas mal de médiation, mais la Bretagne en fait ça me manquait énormément. Et donc après ma dernière année à Lyon, le choix a été pris avec ma conjointe de revenir à Rennes. Je suis arrivé à Rennes, j'ai passé des entretiens et je suis devenu guide touristique pour la ville de Rennes. À côté, en fait, je travaillais les concours de la fonction publique pour être attaché territorial de conservation du patrimoine. Quand j'ai arrêté de travailler dans la chocolaterie où je travaillais pour réviser mes concours de la fonction publique, à côté, je me suis beaucoup donné aussi pour être guide touristique.
Et donc j'ai commencé à accumuler des anecdotes sur l'histoire de Rennes, j'ai commencé à accumuler des bouquins sur l'histoire de Rennes, et dans ces bouquins il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Je me suis dit que ça pouvait être super cool de jouer ça en vidéo, et donc il m'est venu l'idée de lancer l'inventaire de Mérimée en 2025. Merci très bien pour ce parcours très riche, dynamique, avec pas mal de rebondissements. Finalement, comment t'es venue l'idée de créer l'inventaire de Mérimée ? L'inventaire de Mérimée, c'est vraiment un reflet de ce que je fais déjà dans la vie et de ce que j'aimerais faire plus tard. Parce que moi, je voudrais vraiment dédier ma carrière à l'inventaire du patrimoine, la valorisation auprès du public, la vulgarisation, l'accès pour tout le monde en fait, au patrimoine. L'inventaire de Mérimée, c'est quelque chose qui m'est venu quand je lisais un bouquin où j'ai lu une anecdote hyper intéressante. Je me suis dit, mais ce serait trop bien de la partager sur les réseaux sociaux. Ça faisait déjà un petit moment qu'en fait je voulais me lancer sur les réseaux parce que c'est un format que j'aime bien. J'avais déjà fait pas mal de médiation sur les réseaux pour des assos dans lesquels j'ai travaillé, des choses comme ça. J'ai toujours été sur les réseaux. Donc là, je voulais le faire pour moi. Et puis en plus, en fait, l'inventaire de Mérimée, c'était au départ une façon de m'entraîner pour les visites guidées. En fait, d'avoir une sorte de bibliothèque, d'inventaire des informations à donner aux visiteurs qui viennent faire le parcours du centre historique. Et donc, à partir de là, ça s'est construit petit à petit. J'ai repris ce que je fais déjà dans la vie. Quand je suis avec mes amis, avec mes parents, avec ma copine, quand on est quelque part dans la rue, je lui pose toujours des questions en mode hey, « tu sais ce que c'est ça ?» Et je lui raconte une anecdote, je lui parle de l'histoire. C'est quelque chose vraiment... en fait, ce conte, c'est moi, quoi. C'est ce que je fais vraiment dans la vie du quotidien. Et en fait, l'inventaire, puisque je désire travailler pour le service de l'inventaire, c'est pour ça que j'ai passé des concours de la fonction publique, que je n'ai pas eu, mais que j'aurai. Donc voilà. Et Mérimée, puisque personnage historien célèbre du 19e siècle, qui a fait le tour de la France, qui est allé un petit peu partout, qui a recensé les monuments historiques, qui m'inspire énormément dans ma pratique de l'histoire et plus dans ma pratique du patrimoine. Donc c'était une façon de lui faire hommage. Alors pour information, Mérimée n'a pas créé l'inventaire général des monuments historiques. Voilà, ça c'est un service qui est créé en 1964 par les lois Malraux. Mérimée, lui, a créé le classement des monuments historiques et a créé le concept un petit peu de monuments historiques. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse détaillée et ce rappel aussi sur Mérimée et pourquoi ce nom. Quand tu dis patrimoine rennais, tu parles du patrimoine architectural, bâti ou autre encore ? Alors moi j'ai plus une formation sur le patrimoine bâti en effet, mais je suis en tant que breton et vraiment fier de l'être, je suis très attiré par le patrimoine immatériel, tout ce qui va être les traditions, la danse bretonne, la langue bretonne, des choses comme ça. Donc j'essaye un petit peu de parler aussi de patrimoine immatériel, mais c'est vrai que des formations professionnelles, je parle surtout du mobilier et de l'immobilier, puisque dans les services de l'inventaire, les chercheurs à l'inventaire s'intéressent surtout au patrimoine mobilier et immobilier. Donc je vais plutôt me concentrer là-dessus. Et donc finalement, comment choisis-tu tes sujets ? Est-ce qu'on vient te proposer des idées ou c'est juste comme ça ou dans des livres ? En fait, les sujets, ils sont là, ils sont présents dans la ville. En fait, ce que vous voyez le plus dans la ville, c'est les choses qui sont à valoriser. Si une chose est valorisée dans la ville, c'est parce qu'il y a matière à. Donc en fait, il suffit de se balader dans la ville et dès que vous voyez un beau bâtiment ou dès que vous voyez un truc, une structure qui est mise en valeur par son environnement, en fait voilà, le sujet il est là. Il n'y a pas à chercher 20 000 ans. Surtout en tant que guide touristique, en fait, on a déjà les informations. Enfin, on a déjà un parcours, on a déjà des choses à présenter. Après, j'essaye énormément de m'éloigner de ce qui est dit pendant les visites guidées parce que le but, c'est quand même d'amener les gens à aller découvrir un petit peu par eux-mêmes le patrimoine et j'ai pas envie qu'ils retombent sur les mêmes informations. Donc, je sors un peu des cadres. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon dont tu fais tes recherches en amont de tes épisodes, de tes vidéos ? Ouais, carrément. Alors, donc, une vidéo, en fait, ça peut prendre jusqu'à 4-5 heures de recherche sur des grosses vidéos, mais c'est rarement le cas. Souvent, je suis autour de 1 ou 2 heures. Et en fait, j'ai énormément de bouquins. En tant que diplômé d'histoire, j'accorde une importance capitale quand même à trouver les informations dans les livres et surtout à croiser les sources, pas faire confiance qu'à un seul ouvrage, aller chercher dans plusieurs ouvrages. Après, j'aime aussi beaucoup chiner sur Internet. Il y a des gens qui partagent des anecdotes très intéressantes. Les archives aussi, tout simplement, qui sont numérisées, où là, c'est une source... tout travail d'histoire, toute enquête historique commence par un travail dans les archives.
Ensuite, sur Internet, il y a aussi les sites nationaux, enfin les sites du ministère de la Culture, comme POP, qui est la plateforme ouverte du patrimoine, où là, il y a énormément d'informations sur des bâtiments qui, des fois, on pourrait croire qu'il n'y a aucune valorisation autour, et c'est le cas, mais il y a quand même une fiche d'inventaire qui existe, qui donne des dimensions, des détails architecturaux, même de l'historique des fois. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je fais mes recherches. Mais avec toutes ces sources, tu dois avoir plein d'informations. Comment est-ce que tu fais pour faire le tri, pour réussir à avoir des vidéos qui sont quand même assez courtes ? C'est un travail un peu que j'ai fait sur notre façon de consommer le patrimoine. Moi, je voulais vraiment apporter quelque chose de très court aux gens. En fait, je voulais apporter le patrimoine aux gens, puisque dans notre société, où on essaye de consommer très rapidement, consommer du patrimoine, c'est quand même un peu long. Tout le monde se dit faut quand même aller à la visite guidée qui dure 1h30, il faut lire un bouquin de 200 pages qui peut être un peu gros, peut faire un peu peur. Et donc moi en fait ce que j'essaye de faire, le but c'est que la personne apprenne les informations essentielles plus une ou deux anecdotes marrantes qu'elle aurait pu apprendre si elle avait fait la visite. Puisque quand on fait une visite guidée d'1h30, forcément on retient pas tout. Et en fait, voilà, ce que je présente, c'est souvent l'essentiel de ce que vous auriez pu retenir si vous aviez fait la visite guidée. Ça va être des éléments de base, la création si par exemple je travaille sur un bâtiment, ça va qui a créé le bâtiment, en quelle année, pourquoi il a été créé. Parce que le but, c'est quand même d'expliquer pourquoi les choses sont ici. Un peu le leitmotiv du patrimoine, c'est pourquoi ce patrimoine-là nous est venu jusqu'à nous, comment ça se fait qu'il a été conservé par rapport à d'autres choses qui ont été détruites. Donc voilà, c'est l'histoire du lieu, comment il a vécu et une ou deux anecdotes, parce que souvent les gens ils aiment bien ça, donc c'est ce qui fait aussi que le compte marche et cumule plusieurs milliers de vues aussi. Tu parles de consommation du patrimoine, c'est intéressant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors complètement, donc ça c'est une réflexion qui a été nourrie par le bouquin de Françoise Choët que j'ai lu sur l'allégorie du patrimoine, où justement elle parle en fait que depuis l'époque industrielle, en fait la société de consommation s'est augmentée et on s'est mis à consommer le patrimoine à travers des visites guidées. En fait le patrimoine on le laisse plus vivre, on se l'est approprié, on a créé une certaine société, un certain commerce autour. Maintenant, le patrimoine, il se vend. On vend des petits goodies à l'effigie de tel ou tel monument. N'importe quel monument va être floqué sur un t-shirt ou sur un tote bag. Voilà. Et c'est bien. En vrai, je ne vais pas critiquer. C'est ce qui fait vivre aussi le patrimoine et ce qui fait vivre les acteurs qui valorisent le patrimoine. Mais c'est vrai que c'est devenu un objet de consommation comme tout le monde. C'est ce que dit Françoise Choët et je suis assez d'accord avec ça. On consomme le patrimoine rapidement sans forcément se poser les questions de ce que ça représente, pourquoi c'est là, comment ça a été créé. En fait, les gens veulent juste du beau, aller voir, et suffit de voir le nombre de personnes qui prennent des photos dans un monument historique sans forcément s'intéresser à ce qu'il y a derrière. Merci pour cette précision et ça nous amène finalement à la question du public. Est-ce que tu t'adresses plutôt à un public universitaire, étudiant, de passionnés ou finalement toute personne sur les réseaux sociaux ? Mon but, c'est pas du tout de m'adresser à un public initié. Le but, c'est vraiment d'essayer de montrer aux gens l'importance du patrimoine, la beauté du patrimoine, et que c'est pas si compliqué que ça de se renseigner sur l'histoire de sa ville. Parce que moi, je le vois en visite guidée, c'est souvent des seniors qui font la visite. Et en vrai, ils ont tout compris. Mais pourquoi attendre d'avoir ses 60 ans pour se renseigner sur l'histoire de sa ville ? Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui ont souvent le plus de temps. Et comme je disais, les personnes s'intéresser au patrimoine, ça fait un peu peur parce qu'on a l'impression que c'est long. Et donc moi, à travers mes vidéos, j'essaye de m'adresser à n'importe qui. J'ai des gens, des messages de mères de famille qui me disent que c'est très bien ce que je fais parce que c'est hyper vulgarisé pour les enfants, ça leur permet de leur expliquer simplement. Des adultes qui m'envoient des messages pour me dire j'ai appris plein de trucs avec tes vidéos, c'est super. Donc voilà, le but c'est de parler au plus de monde possible. Et en fait, c'est une critique que je reçois, bien sûr, et j'entends que mes vidéos, elles sont pas assez complètes. Mais ça, c'est de la part de gens qui s'intéressent déjà au patrimoine et à l'histoire, qui trouvent que je dis pas assez d'informations. Oui, mais si je dis trop d'informations, je m'adresse pas à tout le monde. Et en fait, moi, je crois énormément que la culture, et dans mon cas, le patrimoine, doit être accessible à tout le monde. Parce que c'est pas si dur de le rendre accessible. Donc à travers mes vidéos, je veux clairement m'adresser à des personnes qui connaissent rien du tout au patrimoine et grâce à moi vont être capables de sortir des informations. La dernière fois, j'étais au bar avec
avec quelqu'un, on parlait. Je parle très souvent de patrimoine, donc à un moment ça vient sur le sujet, et là la personne me ressort une information. Et je fais ah, c'est marrant, t'as appris ça où? Bah c'est un mec sur les réseaux, il fait des vidéos. Et le gars était pas du tout intéressé par le patrimoine. Il a quand même retenu une information que j'avais lancée en vidéo, sans savoir que c'était moi qui avais fait la vidéo. Il m'en a parlé. Je lui ai pas dit que c'était moi qui avais fait la vidéo, juste j'ai kiffé qu'une personne qui s'intéresse pas du tout au patrimoine, un jeune qui plus est d'une vingtaine d'années, me ressorte une information qu'il avait apprise. Donc voilà, c'est vraiment j'essaie de parler à tous les âges, toutes les classes, toutes les catégories socio-professionnelles. Voilà, il n'y a pas de public prédestiné. En fait, il y a certaines vidéos qui sont très courtes, qui durent 20 secondes, qui sont plus à destination de personnes qui n'ont pas trop envie d'en savoir, qui aiment connaître des anecdotes. Il y a des vidéos plus poussées où je vais jusqu'à 1 minute, et là, elles font pas toujours beaucoup de vues, mais en fait voilà, genre j'essaie de varier les médiums, varier les formats de reportage, et chacun y trouve son intérêt. Donc, pour continuer, quel est ton rapport avec la Bretagne ? Ah mais moi je suis j'ai la devise de la Bretagne tatouée sur le corps et tout. C'est un rapport presque amoureux en fait, hein. Moi je suis né dans cette région, j'ai grandi à Brest. D'ailleurs je dis Brest, c'est l'accent de là-bas, c'est Brest. Moi j'ai vraiment un amour pour la Bretagne. J'ai grandi en fait immergé dans la culture bretonne. Dans le Léon, la Bretagne elle est présente. On n'a pas forcément de cours de culture bretonne, mais en fait elle est tellement présente. Enfin toute personne, moi dans mes potes, tout le monde sait danser la gavotte, tout le monde sait dire quelques mots de breton. Moi mes grands-parents ils parlaient en breton quand j'étais plus jeune. C'est quelque chose, ça m'a fait très mal de quitter la Bretagne quand je suis parti pour mes études. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de la retrouver quand je suis revenu à Rennes, qui pour moi d'ailleurs jusqu'à l'année dernière ne faisait pas vraiment partie de la Bretagne. Voilà, j'étais un peu un chauvin du pays Léonard, donc Nord Finistère, Basse-Bretagne. Et en fait, en faisant des vidéos sur Rennes, je me suis rendu compte que la Bretagne c'était beaucoup plus large que ce que je pensais. Au niveau de la culture, bon, je le savais déjà, hein, le festival interceltique, je le fais depuis un petit moment déjà. Je vois tous les bagades qui circulent. Mais voilà, avec Rennes, je me suis rendu compte que la Bretagne c'était vraiment grand, c'était hyper riche niveau culture, niveau communauté. On vit pas du tout la même Bretagne à Rennes et à Brest, mais justement c'est ça qui est super intéressant. Je suis vraiment un grand fan de la Bretagne, et j'aimerais faire beaucoup plus pour la Bretagne que ce que je fais déjà. Merci pour ce rapport vivant avec la Bretagne. Et maintenant, pour revenir un petit peu sur l'inventaire de Mérimée, comment ça se passe depuis sa création en 2025 ? Est-ce que ça correspond aux objectifs que tu t'étais donnés ? Ça les dépasse même peut-être, je ne sais pas. L'inventaire de Mérimée dépasse les espérances que j'avais. Au début, quand je me suis lancé, je pensais vraiment pas faire beaucoup de vues. Comme je disais, c'était vraiment juste pour m'entraîner par rapport à mes visites historiques. Après, je voulais rajouter quelque chose de dynamique. Bon, j'avais quand même l'envie que ça marche et tout ça. Je maîtrise bien les codes des réseaux sociaux, donc j'ai créé quelque chose d'assez dynamique pour que ça pète un peu. Et ça l'a fait, et c'est super parce qu'en fait, depuis ma sortie d'études, moi j'ai enchaîné les petits boulots parce que les places dans le patrimoine, dans la culture, c'est un peu compliqué, malgré que j'ai fait 8 ans d'études à la fac. Donc l'inventaire de Mérimée, c'est vraiment une façon de rester proche de ce que j'aime, de la recherche historique, du travail de médiation, de valorisation et de vulgarisation, donc des choses qui vont me servir pour mes postes après. Le patrimoine et l'histoire, c'est ma passion première. Et là, ça me permet vraiment de travailler. J'en vis pas encore, loin de là. Mais l'inventaire de Mérimée cumule de plus en plus de vues. J'ai de plus en plus de collaborations. Les éditions Ouest France m'ont offert des bouquins pour travailler sur la Bretagne. Excellent. Merci à eux. Donc j'ai pu organiser un concours pour mes abonnés. Je suis passé à la télé, je suis passé à la radio, à France Bleu Brésil, donc qui s'appelle maintenant ici Armorique. Une réussite. Ma grand-mère était fière. Excellent. Bientôt, je vais travailler avec une EHPAD où je vais animer un atelier pédagogique autour du patrimoine avec les résidents. Ça va essayer de faire fonctionner un petit peu leurs souvenirs. Qu'est-ce qu'ils se souviennent de Rennes pour récolter un peu des anecdotes, parler de patrimoine, leur montrer ce que je fais et tout ça. Donc là, pour le coup, c'est l'EHPAD qui m'a contacté, c'est pas moi qui les ai contactés. Donc en fait, ce que m'apporte l'inventaire de Mérimée, c'est de la visibilité en fait. C'est de la grosse visibilité pour quelqu'un qui sort d'études et qui avait pas forcément de réseau en Bretagne. C'est un super moyen de visibilité. Là, il y a pas longtemps, j'ai été invité par le Parlement de Bretagne
pour l'inauguration des nouveaux cartons du Parlement de Bretagne. Donc c'est les tableaux qui servent de modèle pour les tapisseries, qui ont subi une dizaine d'années de restauration et qui viennent de réaménager dans le Parlement de Bretagne. Pour cette soirée d'inauguration, il n'y avait que des personnes qui avaient au moins 20 ans de carrière, des hauts fonctionnaires, des choses comme ça. Et moi, je suis là, sorti d'études, je fais juste des vidéos sur les réseaux sociaux et je me retrouve avec ce panel de personnes qui me trouvent totalement légitime d'être ici. L'adjoint au maire qui était présent, il est venu me féliciter personnellement de ce que je fais sur les réseaux sociaux. J'aimerais énormément vivre de ça et j'aimerais faire j'aimerais faire bien plus que ce que je fais avec l'inventaire de Mérimée, mais ouais, ça a dépassé mes espérances et ça marche, c'est super et je compte pas m'arrêter là. Tu as parlé de la question de légitimité lors de ton intervention au Parlement de Bretagne. Et donc, une question plus introspective maintenant, qui est aussi en relation. Est-ce que grâce à l'inventaire de Mérimée, tu te sens acteur de la valorisation de l'histoire et du patrimoine en étant reconnu finalement ? Oui, totalement. Oui, je me sens acteur. Après, vraiment, à une très modeste échelle. J'ai pas non plus beaucoup d'abonnés. Oui, je fais beaucoup de vues, mais voilà, ça touche pas non plus tout le monde. Après, je me sens déjà acteur du patrimoine depuis un moment. Enfin, rien que le fait de se lancer dans des études et d'y dédier tout son temps, c'est déjà une façon d'être acteur. Aller assister à des visites guidées, c'est une façon d'être acteur du patrimoine parce qu'on fait aussi vivre les personnes, enfin les acteurs qui valorisent le patrimoine. Finalement, au vu de ton parcours, est-il essentiel d'avoir une formation universitaire pour parler d'histoire ou bien un goût pour l'histoire peut suffire ? Un goût pour l'histoire est hyper important pour s'intéresser au patrimoine. Enfin, après, moi, ce que j'essaie de faire, c'est aussi d'attirer les gens qui n'ont pas forcément de goût pour l'histoire. Mais oui, si on a un simple goût pour l'histoire, on peut se lancer. Il y a plein de gens qui font des vidéos sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, qui, je pense, sont avant tout des passionnés. Mais à côté, la formation universitaire est vraiment une façon d'avoir les codes du patrimoine, les codes de l'histoire. Après, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça facilite grandement la vie quand on veut être acteur du patrimoine, travailler dans l'histoire ou dans le patrimoine. Un cursus universitaire où on nous apprend vraiment la rigueur historique. Moi, c'est une rigueur à laquelle j'essaie de me tenir, toujours croiser les sources, toujours faire attention à ce qu'on dit. Si on n'est pas sûr, on ne le dit pas. Voilà, ouais, pour moi, la formation universitaire, c'est vraiment un plus. Et qui plus est, c'est un plaisir aussi. Et en plus, il n'y a pas d'âge pour se lancer dans une formation autour de l'histoire ou du patrimoine. Voilà, si on kiffe vraiment ça et qu'on veut en faire un métier, qu'on veut en faire une carrière, ouais, c'est super de se lancer à la fac. La fac, c'est un super domaine pour l'apprentissage. C'est pas une obligation, mais pour moi, c'est vraiment... en tout cas, personnellement, moi, ça a vraiment été un plus pour me lancer dans ce que je fais actuellement. Ouais. Merci donc pour l'importance de ces codes historiques par rapport plus aux amateurs. Donc finalement, question concernant plutôt la vulgarisation en général sur les réseaux sociaux ou plus large, as-tu l'impression que la parité est présente parmi les vulgarisateurs et donc vulgarisatrices ? Alors, tu parles des réseaux sociaux, totalement, puisqu'on parle dans le cadre des vulgarisateurs. Après, faut pas... je pense qu'il faut aussi donner du crédit à tous les acteurs du patrimoine dans un sens plus large. Moi, que ce soit à l'université pendant mon master ou là où j'ai été en stage, je n'étais entouré quasiment que d'un public féminin. Voilà. Après, c'est pas une question auquel que je vais me poser quand je travaille avec les gens, que ce soit une fille ou un garçon. J'en ai pas forcément. Je fais pas forcément attention à ça, mais c'est un milieu assez féminin quand même, la culture, le patrimoine. J'ai rencontré des femmes super qui valorisent le patrimoine à mort. C'est trop bien ce qu'elles font. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'on retrouve plus des hommes dans la vulgarisation. Peut-être parce que ça fait moins peur de s'exposer sur les réseaux sociaux quand on est un homme, parce qu'on reçoit moins de critiques. Mais je suis quelques comptes sur les réseaux, sur YouTube, de filles qui parlent vraiment d'histoire, qui parlent d'architecture, de patrimoine, qui font un taf super. Donc, faut pas avoir peur de se lancer là-dessus, faut pas avoir peur de recevoir des critiques. Moi, j'en ai reçu plein quand je me suis lancé. Faut passer outre. On va arriver vers la fin de cet épisode. Et donc,
On avait une question à te poser. En fait, quand on vulgarise le patrimoine, on fait ça par passion. Est-ce que toi, tu as plutôt l'impression de faire des vidéos pour ton loisir ou pour un projet professionnel ? Au début, c'était que pour le loisir. Enfin, moi, c'était et ça reste mon but premier, c'est de travailler dans des services publics pour l'inventaire du patrimoine, la valorisation auprès du public, aller travailler auprès des étudiants, avec les étudiants, travailler auprès du public. J'ai essayé maintes et maintes fois de mener des projets autour du patrimoine dans les campagnes, en milieu rural comme en milieu urbain. Voilà, donc au début, l'inventaire de Mérimée, c'était vraiment que du loisir. Et vu que pour l'instant, c'est un petit peu la seule chose qui me rattache au patrimoine et à l'histoire, j'essaye d'en faire un projet vraiment professionnel. Premièrement, l'inventaire de Mérimée est maintenant une micro-entreprise qui propose des services de visites guidées, d'ateliers pédagogiques. J'essaye de me lancer dans la création d'expositions aussi, des contenus sur les réseaux sociaux pour apporter aux entreprises peut-être des façons de valoriser leur propre patrimoine. Le but, c'est de développer un petit peu la chose. Donc là, je travaille sur un projet de visite guidée, mais vraiment faite selon Mérimée. En fait, Mérimée a parcouru la France entière et a laissé des notes de ses voyages. Donc je travaille, c'est encore à l'état larvaire, mais travailler sur un projet de visite guidée selon le ressenti d'un historien du 19e siècle. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc voilà, il y a plein de projets. Là, je lance des collaborations. Là, je vais travailler. J'ai travaillé aujourd'hui avec Alice Kepler qui tient le projet Les Lieux Racontent sur Instagram, qui est une guide touristique en fauteuil roulant et donc qui essaye de montrer en fait l'accessibilité du patrimoine aux personnes porteuses de différents handicaps. Donc aujourd'hui, on travaille ensemble. On essaye de faire des vidéos justement sur ça. Donc voilà, j'essaye de faire le maximum que je peux avec l'inventaire de Mérimée à mon niveau, mais le but, c'est d'en faire bien plus. Donc merci beaucoup François pour toutes ces réponses et explications. Grâce à toi, on a pu décrypter ce compte Instagram et TikTok dont on entend parler en ce moment. Et tu nous as permis de découvrir finalement une autre façon de vulgariser l'histoire et le patrimoine. L'épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête du patrimoine. C'était un vrai plaisir. Et puis suivez-moi sur les réseaux sociaux.